Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de la médecine en question, qui va évoquer les premières facultés de médecine en France dans deux premières vidéos. L'une consacrée à Montpellier, qui fut fondée en 1220 et dont les 800 ans ont récemment été fêtés, puis Paris, fondée en 1200, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Dans une troisième vidéo, nous verrons les facultés fondées en Italie, avec Bologne et Padoue. Commençons donc d'abord par l'université de Montpellier, où régna un véritable libéralisme hippocratique, contrairement à Paris à la même époque. Montpellier bénéficiait d'une situation géographique idéale, un peu similaire à Salerne, dont elle devint d'ailleurs la rivale, tant dans le domaine des soins que de l'enseignement. Située au carrefour de l'Europe du Nord, de l'Espagne et de l'Italie, sur la route des pèlerinages, notamment de Compostelle, ce qui signifiait afflux de malades et de pèlerins, elle était de plus à l'abri des invasions, notamment normandes, et loin des effets de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Cette situation permit un triple apport. D'abord, juif, on se souvient de la dynastie des Thibonnes, établie à Lunel, non loin de Montpellier, après avoir fui Grenade, et dont nous avons parlé à propos de Samuel ben Juda ibn Thibon, ami et traducteur de Maïmonide. Influence hispano-mauresque, même si cette influence ne se fait pas plus que pour d'autres villes, pour de nombreux historiens de la médecine, et surtout italo-salertinienne. La plupart des premiers médecins de Montpellier qui nous sont connus, grâce à Gilles de Corbeil, qui eut quelques déboires avec eux et dont nous reparlerons, étaient en effet originaires de Salerne. La fondation officielle de l'université, dont on voit ici une photographie des années 50, date de 1220 par le cardinal Conrad, légat du pape Honorius, auteur d'une bulle célèbre, mais il faut savoir qu'un enseignement médical existait déjà dans cette ville. En fait, Conrad, venu mettre fin aux troubles causés par les Albigeois, ne fit que mettre un peu d'ordre dans l'enseignement délivré en toute liberté depuis 1180, grâce à Guilhem VIII, liberté tant dans l'enseignement que dans le choix des élèves, où se trouvaient donc de nombreux juifs, preuve de son indépendance vis-à-vis du pouvoir religieux. Les historiens et commentateurs ont surtout souligné l'esprit d'ouverture et de tolérance de ce texte, qui créa les conditions d'une transmission des savoirs, juifs et arabes, aux chrétiens, permettant l'épanouissement de la médecine dans la cité. Mais il faut aussi le lire comme une première étape d'une institutionnalisation de l'enseignement médical, le pouvoir seigneurial s'en faisant le garant et le protecteur. Fondée en fait au Xe siècle par le pouvoir de l'époque, les prémices de la faculté de Montpellier bénéficièrent de la suzeraineté du pape Grégoire VII en 1085, de celle du roi d'Aragon, puis de nombreux souverains successifs, enfin de la France, à partir de 1382, notamment sous Charles VI. Il ne faut pas non plus nier l'influence du pape Clément V, pape en Avignon, qui ouvrit rapidement ses portes aux médecins de Montpellier. Le plus ancien document concernant l'enseignement médical à Montpellier date de 1137. Il s'agit d'un texte racontant la venue d'Aldebert de Sarrebruck, venu étudier dans la ville. Le second est une lettre de Saint Bernard de 1153 évoquant cet enseignement. La troisième, enfin, est la déclaration de Guilhem VIII qui accordait à tous ceux qui le désiraient le droit d'enseigner la médecine dans sa ville. Mais d'autres récits confirment la réputation de Montpellier comme centre médical important pour l'enseignement et la pratique avant 1220. Même si elle resta toujours sous la tutelle de l'Église, l'université de Montpellier était réputée plus objective et plus ouverte que celle de Paris, réputée plus conservatrice. Ainsi, l'autorisation du mariage y fut accordée aux maîtres et aux étudiants 150 ans avant ceux de Paris. Montpellier n'aura aucune concurrente en France avant la fin du siècle, avec la montée en puissance de celle de Paris, qui lui était pourtant antérieure. Comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, il ne faut pas imaginer les universités du Moyen-Âge comme nos universités actuelles. À l'exemple de Montpellier, les maîtres, payés directement par les élèves, donnaient les cours à domicile, puis, à partir de 1369, dans un local propre, le Collège des Papes, car la première pierre fut posée aux frais d'Urbain V, ou Collège des 12 médecins, ou aussi
collège de Mende. En 1469, les maîtres de l'université achetèrent 2 maisons désignées comme le Collège royal de médecine, qui occupait l'angle des actuelles rues de l'école de pharmacie et du Calvaire, à l'arrière desquelles Guillaume Rondelet organisa un jardin botanique, l'Hortulus, ancêtre du jardin des plantes actuel, qui sera créé en 1593 par Pierre Richer de Belleval, et enfin un amphithéâtre d'anatomie qui sera inauguré en 1556. L'université ne quittera ces lieux qu'à la Révolution française. Les étudiants vivaient dans des couvents de moines ou dans des collèges et étaient, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, groupés par nation. Montpellier accueillit ainsi de nombreux étudiants étrangers, Espagne, Italie, Angleterre, Bourgogne, bord du Rhin ou du Danube. Le collège était d'ailleurs parfois entretenu par le pays ou la ville d'origine, à l'exemple du collège de la ville espagnole de Gérone, créé par Jean Bruguière en 1452 pour des étudiants catalans. Les futurs médecins, dont la vie universitaire débutait par une cérémonie de bizutage intitulée le Sceau, et qui se déroulait en public sur un terrain voisin du Verdançon, aujourd'hui dédié au street art, étudiaient d'abord 3 ans, 2 ans et demi à Montpellier, étudiant notamment l'anatomie. Les dissections, clandestines au début, comme le laisse supposer cette gravure, montrant un étudiant surpris en train de disséquer un cadavre, devinrent officielles à partir de 1340 sur des cadavres de condamnés, selon un rituel immuable que nous avons vu dans une vidéo précédente. Puis, un privilège royal accorda 2 dissections par an à partir de 1486. Les étudiants étudiaient aussi la botanique, avec des séances d'herborisation, et devaient passer 6 mois de pratique à l'extérieur. Cela permettait d'obtenir un baccalauréat en médecine, puis, après 3 cours publics, une série d'examens dont l'un s'intitulait Point rigoureux, il passait une licence 8 jours après, cérémonial de remise d'un diplôme qui permettait, après 2 ans de lecture, d'accéder au grade de doctorat. Différentes épreuves, portant essentiellement sur des commentaires de Galien ou d'Hippocrate, lui donnaient alors l'autorisation d'exercer accordée par l'évêque. Le diplôme de maître régent, délivré à Montpellier, donnait le droit d'exercer dans tout le royaume, ce qui n'était pas le cas partout. Le doctorat était par contre nécessaire pour enseigner et donnait lieu à une autre cérémonie avec banquet au cours de laquelle l'élève faisait des cadeaux au professeur. Au XVe siècle, l'université de Montpellier deviendra collège royal sous les tutelles de Charles VIII et de Louis XII, avec des statuts spéciaux pour les professeurs royaux. Les locaux actuels furent inaugurés en 1795 sur l'initiative de Chaptal. L'influence de Montpellier fut très importante dans le monde médical français, fournissant de nombreux médecins à la cour des rois et des empereurs jusqu'à Napoléon. Ainsi, à la suite de Jules de Corbeil, auteur d'un poème sur les urines qui aurait officié auprès de Philippe Auguste. Nous en croiserons certains lors des vidéos suivantes. En anatomie, la faculté de Montpellier compta ainsi parmi ses élèves Sylvius, Vézal, Félix Plater, Bauhin, Pequet, Vieux-Sens. Renaudot, le fondateur du journalisme avec ses gazettes, y fit sa médecine, tout comme Rabelais, dont on voit ici le portrait conservé au Collège royal, et dont un manuscrit autographe mentionne son diplôme de docteur en médecine de la faculté de Montpellier le 25 mai 1537. Souvent décrit comme l'archétype du carabin, mais qui incarne surtout la figure du médecin humaniste de la Renaissance, libre penseur et philosophe, qui n'aurait pas pu donner libre cours à son génie dans l'austère université de Paris, Rabelais profita du fait que la cité de Montpellier était officiellement une ville sûre pour les réformer. En clinique, citons Sydenham, Astruc, Bordeu, Barthez et Boissier de Sauvage, qui sortirent de ces murs et dont nous reparlerons. Tandis qu'en botanique, elle donna Guillaume Rondelet, connu pour son ouvrage sur les poissons, et qui incarne la figure du médecin naturaliste.
Rondelet créa le premier jardin des plantes médicinales au sein du Collège royal de médecine et institua les premiers cours officiels de botanique dont il fut un précurseur. Il sera suivi à Montpellier de Piton de Tournefort, qui sera professeur de botanique au Jardin du Roi, et de Jussieu, rien moins que cela. Les grandes figures de la faculté de Montpellier à ses débuts furent Bernard de Gordon, Arnaud de Villeneuve, Henri de Mondeville et Guy de Chauliac. On sait peu de choses sur Bernard de Gordon, actif à Montpellier dans la seconde moitié du XIIIe siècle et au tout début du XIVe siècle. Certains pensent qu'il était écossais, d'autres qu'il était originaire de Gourdon, dans le Lot. Il exerça la charge de maître au Studium de Montpellier, puisqu'il fut maître régent dès 1283, et probablement doyen du Studium général de l'Université de Montpellier après 1289. Son œuvre la plus connue est le Lilium Medicinae, dont la grande clarté lui a permis d'atteindre une grande popularité. Dès 1400, il fut introduit comme livre de lecture à l'Université de Montpellier. Arnaud de Villeneuve, son collègue de Montpellier, en possédait d'ailleurs une copie dans sa bibliothèque. Ce médecin catalan de Valence effectua de nombreux voyages, dont Salerne et Paris. Théologien, parlant latin, arabe et l'hébreu, il fut accusé d'hérésie par les dominicains, mais il était un protégé du pape qui l'avait soigné d'une lithiase, mais aussi d'une riche clientèle dont on voit ici quelques exemples. Arnaud de Villeneuve fut également diplomate, notamment pour le roi d'Aragon auprès de Philippe le Bel au moment de l'affaire des Templiers. Médecin très porté sur l'astrologie, l'oniromancie et l'alchimie, Arnaud de Villeneuve avait néanmoins un sens pratique et assez critique. Auteur d'un Regimen Sanitatis, version enrichie du régime de santé de Salerne, comportant quelques aphorismes notamment sur l'hygiène de la vie, il chercha à concilier Galien, Hippocrate et les Salertiniens. Traducteur d'Avicenne sur le cœur et d'Avenzoar sur le régime, il fut surtout à l'origine des modalités d'études de médecine à Montpellier, prêchant un galinisme authentique, mais il favorisa aussi une étude de Rhazès, plus pratique. Enfin, il rendit la distillation courante en pharmacie, en développant des préparations d'eau-de-vie et d'huiles essentielles. Un hôpital de Montpellier, ainsi que la maternité et la nouvelle faculté de médecine de Montpellier, portent aujourd'hui logiquement son nom. La troisième grande figure de Montpellier, à ses débuts, fut Henri de Mondeville. Élève de Guillaume de Salicet, le principal chirurgien du XIIIe siècle, professeur à Bologne, médecin à Vérone, maître également de Lanfranc, dont nous reparlerons, Henri de Mondeville, qui enseigna à Montpellier, fut l'auteur d'une chirurgie pertinente et novatrice. Il fut surtout le chirurgien attitré de Philippe le Bel et de son fils Louis X. Opposé à la séparation de la chirurgie, qui s'intéresse à l'extérieur du corps, de la médecine, qui s'intéresse à l'intérieur, Mondeville s'opposait aussi à ce que l'on appelait la suppuration louable, destinée à provoquer un abcès par afflux de mauvaise humeur. En plus des sutures d'attente, des bandages, de la pose de drain ou de canule en cas de blessure profonde, il préconisait le vin chaud pour le nettoyage des plaies et l'application d'étoupes imprégnées d'alcool, de térébenthine, de poudre d'asphoxèle à base de lys et d'onguents au sulfate de cuivre, dont on connaît aujourd'hui la valeur antiseptique. Pour l'extraction de corps étrangers métalliques, comme les pointes de flèche, il utilisait un aimant. Dernier médecin de notre liste, Guy de Chauliac fut la grande figure médicale de l'époque, véritable précurseur d'Ambroise Paré, qui le plagia souvent. Après des études à Montpellier puis à Bologne, il effectua de nombreux voyages et se retrouva même chirurgien des papes en Avignon, notamment auprès de Clément VII. On lui doit également une description de la peste de 1348, maladie dont il ne put sauver Laure de Noves, ce qui lui valut la haine de Pétrarque dans Invective contre un médecin. Ce pamphlet est méchant et injuste, car Chauliac fut un grand médecin et notamment auteur d'une remarquable Chirurgia Magna, ou Grande Chirurgie, écrite en 1363
et qui bénéficia d'une première impression à Paris en 1478. Il s'agissait d'un résumé complet de toute la chirurgie de l'époque, dans laquelle Chauliac soulignait l'importance de la connaissance de l'anatomie et donc de la dissection des cadavres, qui fut autorisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Montpellier dès 1340. L'ouvrage est divisé en 7 traités avec les diagnostics différentiels. Un glossaire décrit les instruments de l'époque, appelés ferments, avec de nombreuses gravures. Les uns sont pour trancher, comme ciseaux, rasoirs et lancettes, les autres cautérisés, comme olivers et cultellaires, les autres tirés hors, comme éprouvettes et intromissoirs, les autres à coudre, comme aiguilles et canules, les autres sont trépans pour la tête et faucilles pour le siège ou le fondement. Ce livre traite aussi du traitement des fractures par extension continue, des luxations par réduction puis immobilisation. Une édition fournie par Édouard Nicaise en 1890 reprit l'édition de Joubert qui traduisit le texte en latin de Chauliac et l'édita en français en 1542. La grande chirurgie était appelée aussi le guidon, allusion populaire au prénom de Guy, Guido en italien, et elle connut de très nombreuses éditions et aussi de nombreux commentaires. La grande caractéristique des maîtres de Montpellier, à l'exemple de Chauliac, était qu'ils savaient regarder au-delà des livres qu'ils commentaient, proclamant que seule l'expérience est maîtresse de vérité, contrairement à Paris où triomphait la scolastique et que nous allons évoquer dans la vidéo suivante sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.